Bonjour, bienvenue à votre revue de presse du vendredi 21 février. Aujourd'hui, le Canada qui bat les États-Unis 3-2 en prolongation et remporte la confrontation des quatre nations. La Société d'assurance automobile du Québec, des incompétents, mais surtout des menteurs. Au cégep, l'écart entre les garçons et les filles se creuse et on va parler du côté positif de deux grosses tempêtes de neige. Alors, un match vraiment intense, un suspense jusqu'à la toute fin, jusqu'à la dernière seconde, et Connor McDavid qui donne la victoire au Canada en période de prolongation 3-2, je vous le rappelle. Les joueurs des deux équipes avaient toute une pression sur les épaules, qu'ils soient prêts à l'admettre ou non. Ils ont donné vraiment une performance exceptionnelle, et c'est une victoire qui est offerte aux Canadiens, qui se sont fait insulter, menacer, par Donald Trump depuis maintenant des semaines. Justin Trudeau a réagi rapidement après le match. Il a dit « Vous ne pouvez prendre notre pays et vous ne pouvez pas non plus prendre notre sport. » C'est un message adressé directement à M. Trump puis aux Américains en général. Alexandre Pratt, dans la presse, résume assez bien, je pense, l'allure du tournoi puis les sentiments qui habitent beaucoup de Canadiens. D'abord, partie complètement folle, un tournoi fantastique qui a suscité la passion, le patriotisme de part et d'autre de la frontière. Quelques notes autour de cette grande finale, l'hymne national. Il y a eu des huées, on le sait, notamment au Centre Bell. Hier, c'était quand même assez tranquille. Beaucoup de fans canadiens qui étaient dans les gradins à Boston, qui arboraient les couleurs de l'équipe du Canada. Et je vais vous parler de celle qui a interprété l'hymne national, qui s'appelle Chantal Kreviazuk. J'étais un peu inconfortable, je n'étais pas convaincu de la performance, il y a eu des bouts a cappella, et puis on découvre après le match qu'elle a changé quelques paroles de l'hymne national. Dans la version officielle, il y a un moment, un passage, où on dit « Un amour patriotique véritable nous anime tous ». Elle a changé un peu les mots, et la traduction donne ceci « Dans un amour patriotique que seul nous commandons ». Encore là, une affirmation de la fierté du nationalisme canadien. Elle a elle-même partagé cette version sur Instagram avec le drapeau canadien et aussi un emoji d'un biceps là, qui est en évidence, là, un biceps qui est gonflé. Quand vous regardez des matchs avec autant d'intensité, vous dites après, la vie sera plate. Et je reviens à Alexandre Pratt qui cite trois journalistes sportifs, Michel Blanchard, Pierre Foglia puis Régent Tremblay. Dans le cas de Blanchard, c'est après la série du siècle de 1972. Il a dit « Que veulent dire maintenant les séries de la Coupe Stanley alors que tout le monde sait que l'épreuve suprême, la classique par excellence, ce sont les matchs internationaux. » Foglia avait écrit après la Coupe Canada de 1976 il y a longtemps qu'on avait vu le forum où s'y guillerait. C'était pourtant à quelques nouvelles têtes près, les mêmes 18 000 spectateurs que d'habitude, les mêmes qu'on peut écouter ronfler durant les matchs du Canadien Vancouver, puis Régent avait ajouté à peu près la même chose. La marche est tellement haute qu'on retourne vers des parties plates, ennuyantes, et si on assiste sur place, ça coûte, on le sait, la totale. Autre élément de controverse. Piquet Souban a envoyé un message hier partageant un message de Donald Trump. Il a dit « Le train Treasy pourrait arriver bientôt ». Puis dans le message de Trump, remarquez que je ne sais pas exactement ce que Piquet Souban veut dire, mais c'est un message baveux de Trump où il parle aux Canadiens, puis on va avoir un match extraordinaire, je ne peux pas être là, il faut que je parle au gouverneur à Washington, mais les Canadiens savent, en devenant américains, les taxes vont baisser, ils seront mieux protégés. Et il parle encore de Justin Trudeau comme étant le gouverneur, 51e État. C'est le ton Trump habituel. Et là, Piquet Souban partage ça. On ne sait pas exactement pourquoi, puis c'est pas la première fois qu'il partage des messages de Donald Trump. Il y a eu une réponse d'un joueur de hockey qui s'appelle Hakim Aliou, qui n'a pas joué beaucoup dans la Ligue nationale, mais qui a dénoncé à plusieurs reprises le racisme. Et c'est un des critiques les plus sévères du comportement de certains joueurs dans la Ligue nationale. Question aussi donc d'attitude en général à l'égard des joueurs qui sont noirs. Et dans un message, je vais le citer, il a dit
Tu es l'exemple parfait qui illustre pourquoi les personnes de couleur n'ont pas progressé dans les hautes sphères de la société. Tu es une honte et l'histoire va te juger en conséquence. On se serait attendu à ce que tu répondes au discours d'annexion et d'humiliation du pays dans lequel tu as grandi. Tu étais tout un joueur, mais au lieu d'utiliser ta plateforme, tu as tout fait pour être accepté et populaire. Il n'y a rien d'authentique avec toi. Réponse donc assez raide. Mais on n'arrive pas à saisir ce que P.K. Subban voulait vraiment dire par ce message. Et en parallèle, M. Trump, pas une contradiction près, voulait souligner le mois de l'histoire des Noirs. Il a invité Tiger Woods à la Maison-Blanche, fait un petit discours. Mais c'est de voir Trump, qui, je vous le rappelle, là, frappe dans les programmes de diversité, dans des programmes qui visent à lutter contre la discrimination. Et là, il amène Tiger Woods, puis il regarde les gens qui sont présents, ils sont quoi, 2, 3, 400 personnes. On l'aime, notre Tiger. Puis il est tout fier. Puis Tiger est là, puis il fait des beaux sourires. Puis en même temps, il dit, vous savez, les Noirs occupent beaucoup de place dans l'histoire américaine, mais là, il faut arrêter de faire trop de parenthèses, il faut que ça devienne l'histoire des Américains, puis il faut arrêter de dire que les Blancs ont toujours eu le dessus et que les Noirs sont maltraités. Et un peu dans le double discours, il va avoir l'air de quelqu'un qui parle de Mohamed Ali, de Kobe Bryant, puis de Tiger Woods, puis en même temps, les gestes qu'il pose, c'est pas tout à fait dans la même direction. Et l'ex-premier ministre Stephen Harper, qui publie une lettre ouverte pour dire aux Canadiens, il faut se préparer au pire. Qu'est-ce que ça veut dire? Premier constat, on ne sait pas vraiment ce que Donald Trump va faire. Il a beau dire, son message est parfois décousu, parfois il répète la même chose, mais il est surtout imprévisible. Donc, il faut que le Canada, dit M. Harper, ait entre les mains des scénarios et on doit attendre la décision claire, précise, compréhensible avant d'annoncer nos couleurs. Il faut être prêt, il faut avoir des scénarios, que ce soit des augmentations juteuses de tarifs, que ce soit de fermer le robinet énergétique. Mais il ne faut pas agir trop vite et il ne faut pas donner l'impression que nous sommes intimidés par M. Trump. Autre volet aussi, hier, le Canada a ajouté 7 groupes criminels à la liste des organisations terroristes. Ça, c'est vraiment une victoire pour Trump. Et là-dessus, il a raison. Il a botté le derrière du Canada. Il a réveillé un gouvernement Trudeau qui somnolait concernant la sécurité à la frontière et la lutte contre le fentanyl. Je comprends que les quantités ne se comparent pas entre ce qui se fait ici et, par exemple, du côté mexicain. Mais dans les organisations terroristes nouvelles qui s'ajoutent à la liste, on retrouve qui vous pensez? Le cartel mexicain de Sinaloa, un groupe de gangs terroristes du Salvador, le MS-13, qui est implanté au Canada, implanté aussi beaucoup aux États-Unis, et que ce sont des organisations, dit maintenant le gouvernement canadien, qui jouent un rôle majeur dans la production et la distribution de fentanyl à travers le Canada. 1 milliard et plus pour protéger la frontière. On a nommé un tsar au fentanyl. On a copié les Américains, puis même le vocabulaire. C'est un ancien de la GRC qui, paraît-il, est bien bon, qui s'appelle Kevin Brosseau. Monsieur Trudeau, le gouvernement, a réagi aux demandes de Trump. Et ça prouve à quel point on était quand même en retard sur cette question-là, puis de dire, les cartels mexicains, savez-vous, il y a comme une menace à la sécurité canadienne puis à la stabilité, donc des groupes qui s'ajoutent, et plusieurs aussi pourraient s'ajouter dans les prochains mois. Maintenant, la délicieuse Société d'assurance automobile du Québec, on le découvre dans le rapport de la vérificatrice générale, a été dirigée par des menteurs et des incompétents. Évidemment, Mme Leclerc ne peut pas dire ça comme ça. Hein? Ce n'est pas dans le langage d'un beau et joli rapport. Mais moi, je peux le dire parce que c'est clairement ce qui se dégage de ce rapport. Ces menteurs et ces incompétents ont fait exploser le budget de transformation numérique de 638 millions à 1,1 milliard, c'est-à-dire une augmentation de 70 %. Avouez que c'est payé cher en maudit
pour un produit de mauvaise qualité, qui a foutu le bordel dans le système, dans les systèmes, et qui a emmerdé les automobilistes payeurs de taxes. Qu'est-ce qu'elle nous dit? D'abord, bien longtemps avant de faire la transition, là, avant de dire ça fonctionne, il y avait des signaux qui montraient clairement depuis un an que ça n'allait pas du tout et qu'on était pour se casser la gueule. Le consortium LGS, IBM, SAP n'a pas vraiment fait sa job. Puis là, je fais bien attention parce que c'est pas clair ce qui s'est passé. Des informations cruciales ont été cachées au conseil d'administration et au PDG de la société. On dit même que l'éditeur de logiciels SAP avait d'abord contribué à préparer les besoins de la société d'assurance. Puis après ça, ils font partie du consortium qui obtient le contrat. Puis ça a l'air qu'on n'a pas consulté beaucoup de gens. Le budget a augmenté de 70 %, je vous l'ai dit tantôt. Mais au-delà de ça, moi, ce qui me trouble, c'est de voir les boss, en fait, les membres du conseil d'administration, avec des petites phrases là, achalantes. « J'étais pas au courant. Personne ne m'a informé. » Là, tu te dis, mais qui sont ces gens-là? Là? C'est quoi? C'est de l'aveuglement volontaire? T'attends qu'on te demande quelque chose, tu poses pas de questions, tu challenges pas les informations qu'on te donne. On a tassé le PDG sourd et aveugle, M. Marcellet, puis là, il est rendu quelque part au ministère de la Justice. Le conseil d'administration, est-ce que c'est une gang de potiches, finalement, qui s'est fait remplir, puis que, tu sais, rubber stamp sans trop de problèmes? Est-ce qu'on pourrait avoir la liste des vraies sanctions qui ont été imposées aux menteurs et aux incompétents? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des promotions? Est-ce qu'il y en a qui ont eu des sanctions? Il y en a combien qui sont encore dans la machine? Puis là, surtout, soyons prévoyants, comment on va s'assurer de ne pas déraper alors que l'État québécois prend un énorme virage numérique? Et entre vous et moi, est-ce que quelqu'un se sent véritablement en confiance en sachant que le lumineux Éric Kerr, pas ce qui se passe avec lui, il est couvé, protégé par le premier ministre Legault, et je le rappelle, le Top Gun de toute cette opération. Parlons du REM. Première journée hier du déploiement de dizaines d'autobus supplémentaires pour essayer de corriger les lacunes du REM, les retards, les pannes. Et hier, ça a plus ou moins bien fonctionné, pour deux raisons. Il n'y a pas de voie réservée sur le pont Champlain. Il y a des accotements qui existent pour des véhicules de transport collectif, véhicules d'urgence, mais qu'est-ce que vous voulez? Il y a de la neige. On n'a pas encore ramassé la neige, donc ça va prendre un peu de temps avant que ça soit normalisé. Conséquence, beaucoup de gens qui veulent prendre l'autobus, puis rapidement les autobus sont bondés, puis les autobus sont pognés sur le pont. Et on donne des exemples de transport hier, des gens qui sont partis de Brossard à 8h40, sont arrivés à Montréal, la gare centrale, vers 9h46. Disons que c'est pas encore un service de grande qualité. Puis le problème, j'insiste là-dessus, c'est que beaucoup de gens se tournent maintenant vers l'automobile en disant « c'est pas fiable ». Et j'ai des collègues, moi, qui prennent le REM régulièrement. On aime le REM, on veut que ça marche, on aimerait ça, être content, puis le recommander à tout le monde, mais c'est pas le cas. Ce n'est pas un bon service. Et il y a, je le rappelle, des problèmes de communication. La presse publie des chiffres ce matin, puis je veux partager ça avec vous. Puis ça montre, disons, l'échec de la performance du REM. Depuis le 27 janvier, 9 journées ont été marquées par des interruptions, une journée sur deux. On doit ajouter à ces pannes des ralentissements de service tous les jours depuis 2 semaines. Tous les jours. La fréquence de service a été réduite à un train toutes les 40 minutes. Vous attendez sur le quai 30 minutes, 35 minutes, 40 minutes. Ça n'a aucun maudit bon sens. Parce qu'il fallait déglacer les équipements. Absence de service le week-end pour préparer la migration vers les nouvelles structures qui sont prévues au mois d'octobre, etc., etc., etc. Là, ça prend un méchant coup de barre, là. Et les autobus seront utilisés tant et aussi longtemps que le REM ne sera pas en mesure de garantir un service fiable et efficace. L'autre affaire ce matin, ça se passe du côté de Laval. Ça concerne des opérations de déneigement. C'est le Journal de Montréal qui nous apprend
qu'une vingtaine de chenillettes jugées dangereuses et peu fiables se retrouvent présentement enterrées sous la neige dans une cour de la voirie de Laval. La Ville a dépensé 4,5 millions pour acheter 27 chenilles multifonctionnelles. Et ce sont des citrons. Il y a eu des problèmes d'abord en 2020-2021. Deux de ces chenillettes ont basculé et sont tombées sur le côté. Ça, c'est la première chose. Pas eu de blessés, mais quand même. Ils ont tenté de faire des ajustements, des réparations. Puis là, après ça, on a eu un paquet de problèmes techniques, des attelages de pelles qui fendent, des poutres de suspension qui se déforment, des fuites hydrauliques répétées. Bref, de la cochonnerie. Le syndicat dit, on aurait dû nous consulter, on vous l'aurait dit, nous autres, que c'était pas un bon produit. Mais là, vous avez dépensé de l'argent, puis on poursuit là, le vendeur, mais alors qu'on a besoin de ces équipements, ça dort sous la neige actuellement. On va parler de voyage. Des vols annulés de Sunwing à Montréal et à Toronto qui causent des problèmes. Soyons clairs, là, que des vols soient annulés quand il y a une grosse tempête de neige, puis une deuxième grosse tempête de neige, c'est normal, on comprend ça, fait partie des opérations. Là, ce qui s'est passé dans le cas de Sunwing, puis je prends l'exemple qui est cité par le Journal de Montréal ce matin, le retour de Québécois qui étaient dans le sud, ça a été chaotique. Et un des gros problèmes chez Sunwing, c'est l'absence de communication. Donc, tu as des gens qui étaient à Punta Cana, en République dominicaine, puis ils devaient revenir. Leur vol a été annulé. Personne pour les aider. Démerdez-vous, là. C'est dans votre cour. Puis ils se sont retrouvés dans des lobbies d'hôtel. Il y en a qui dormaient sur la plage. Tu sais, là, une fin de voyage de cul, passez-moi l'expression. Et Sunwing n'a personne vraiment pour gérer l'affaire. Même affaire au Mexique, il n'y a personne qui est là au kiosque. Il n'y a pas de texto. Ils apprennent des heures après s'être déplacés que le vol a été annulé. Et l'autre chose, c'est que hier, ils ont décidé, puis là, c'est une décision d'entreprise, d'annuler tous les départs de Montréal pour prendre les avions puis aller chercher des gens qui étaient ailleurs. Et encore là, l'information ne circule pas. Fait que tu as des gens qui ont été obligés de coucher une nuit de plus, par exemple, à Montréal, des gens qui partent de l'extérieur de la grande région de Montréal et leur vol est complètement annulé. Et Sunwing envoie un message officiel, finalement, parce que là, les médias posent des questions, en disant que c'est une décision opérationnelle difficile, mais essentielle, qui nous permet de réorienter nos ressources vers le rapatriement des clients retardés. Alors, c'est un choix qu'ils font, mais l'absence de communication est tout à fait chronique. Éducation maintenant, le palmarès des cégeps sera publié dans le Journal de Montréal en fin de semaine. Il y a déjà des éléments aujourd'hui. Et ce qu'on remarque, d'abord, c'est que les établissements les plus performants se trouvent au Saguenay, en Beauce et dans le Bas-Saint-Laurent, donc où la réussite est au rendez-vous. Autre élément important, c'est l'écart de diplomation qui se creuse entre les garçons et les filles au cours des dernières années. Globalement, 63% des étudiants dans le réseau collégial complètent leurs études 2 ans après la durée prévue. On se donne une marge de manœuvre. 63%, il y en a qui abandonnent, qui vont sur le marché du travail. Bref, il y a toutes sortes de raisons. Maintenant, pour ce qui est des gars et des filles, la différence se creuse, là. Pas de façon spectaculaire, mais c'est déjà quand même beaucoup. Le taux de diplomation chez les gars, 56%. Chez les filles, 69%. L'écart est maintenant de 13 points. Les experts ne sont pas étonnés parce que l'écart entre les gars et les filles, ça commence au primaire, ça se poursuit au secondaire, au collégial et à l'université. Le taux de décrochage depuis la pandémie, c'est 20% chez les gars puis 13% chez les filles. Et ce débat n'est pas nouveau, ça revient constamment. Comment fait-on pour garder les gars à l'école, la présence du sport, de l'informatique? Je ne suis pas un pédagogue, mais cette question-là résonne depuis des années. On n'a pas l'air d'être capable de trouver, malheureusement, des solutions. Entre-temps, ça aussi c'est une vieille question, des absences d'élèves. Il y a des absences qui sont motivées, des élèves qui sont malades, on comprend ça, mais il y a aussi des parents qui décident de prendre des vacances en dehors de la semaine de relâche et de faire ça pendant le calendrier scolaire,
Ou encore, il y a des activités sportives, des tournois, des compétitions. Puis là, les syndicats de profs disent ça n'a plus de bon sens. Les parents doivent comprendre. Et j'aime toujours, vous le savez, l'approche du monde de l'éducation pour aborder le parent qui veut qu'on fasse un petit programme sur mesure pour l'enfant, qu'il puisse étudier sur la plage, comme ça, tranquillement, et surtout qu'on soit en mesure, à son retour, de valider les acquis et qu'il n'y ait pas, donc, d'impact sur son parcours scolaire. Mais c'est pas vrai. D'abord, c'est très variable, malheureusement. Je dis malheureusement parce que il y a des endroits où on dit clairement aux parents, là, on s'excuse, c'est vous qui décidez, mais c'est pas vrai que nous, on va s'ajuster. Alors, il devra organiser son rattrapage. Puis là, il y a des questions de temps supplémentaire, quand est-ce qu'on fait ça, l'heure du midi. J'aime beaucoup la responsable des directions d'établissement du Centre de services scolaires de Montréal, Mme Legault, qui dit, entre guillemets, « On décourage toujours les parents de partir pendant les journées de classe lorsque le motif de leur absence n'est pas sérieux. Faut mettre des balises, dit la présidente de la Fédération autonome de l'enseignement, pour éviter qu'on ait à fournir de la matière aux parents en vacances. » Je ne sais pas ce que les parents ne comprennent pas, là. Puis je sais que ça coûte cher pendant la relâche, mais à une époque, il n'y avait pas de relâche. Puis là, quand c'est pas un tournoi de scie, c'est des parents qui disent « Ben, moi, je vais partir finalement fin février. Oui, mais c'est parce que l'école, non, ça ne te tente pas. C'est une priorité, l'éducation, c'est pas une priorité. Et là, c'est l'école, ajuste-toi aux besoins de mon enfant et à mes besoins, parce que mon enfant et moi aussi, nous avons comme parents besoin de prendre cette pause soleil. Rapidement, dans les autres nouvelles, à la prison de Québec, il y a tellement de monde qu'on ne sait plus quoi faire. C'est du camping. Et je cite un des gardiens de prison, on ne sait plus où les mettre en parlant des détenus. Et on joue à Tetris régulièrement avec eux. Dernière nouvelle en Israël, beaucoup de chagrin, beaucoup de colère. Pourquoi? Je vous parlais de ces otages morts qui ont été remis à leur famille hier. Un homme de 83 ans, une mère et ses 2 enfants. Et puis là, on a découvert, il y a eu une autopsie, que c'est pas la mère des 2 enfants. Les 2 enfants, oui, mais c'est pas la mère. Et on n'est pas capable d'identifier la personne. Elle ne ferait pas partie de la liste des otages qui sont toujours détenus. Et on se demande quelle est cette mise en scène macabre, qu'est-ce qui s'est passé, puis à quel point ça peut compromettre les futures démarches de libération d'otages. Et je termine avec quand même un aspect positif pour cette revue de presse. On a eu pas mal de neige, on a chialé, avec raison quand même. Je sais que vous n'êtes pas tous à la même place, mais c'est pas grave. Sur les opérations de déneigement qui sont variables. Là, je voyais Outremont 19%, supposément, 53% ailleurs. Bon. Mais le côté positif de tout ça, c'est dans la presse où on découvre que quand on reçoit beaucoup de neige, là, des quantités importantes qui restent au sol, ben, ça peut être bénéfique pour la production agricole. Et on donne quelques exemples. Il paraît que c'est très bon pour le blé. Ça fait des quantités de neige, ça fait des quantités d'eau, parce que 30 cm de neige, ça peut donner, en gros, 30 mm d'eau utile dans le sol. C'est une bonne affaire. Pour les vignerons qui protègent leur cépage, ça aussi, et leur raisin, donc c'est une bonne nouvelle, parce que la neige a un rôle de protection. Aussi pour les asperges, on risque d'avoir des asperges en quantité, parce que la neige, c'est un isolant pour les sols. Et quand les conditions météo ne sont pas excellentes, ben, c'est un impact. Dès le début, là, les asperges arrivent en premier pour ce qui est des produits maraîchers. Pour l'eau d'érable, pour le sirop, ben là, ça peut compliquer un petit peu les opérations parce qu'il y a beaucoup de neige, donc c'est peut-être un point un peu plus négatif, mais somme toute, pour la production puis la protection des sols, c'est une bonne chose. Ça complète la revue de presse. Je vous souhaite un excellent week-end et on se retrouve lundi matin. Balado exclusif, grande entrevue et revue de presse. Retrouvez tout le contenu de votre animateur en tapant Espace Polarcan dans votre moteur de recherche.